Aimable auditeur de Radio Djena, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Nous parlons de l'une des institutions les plus importantes de la République, le Parlement. Si son rôle n'est pas des moindres, il est cher de constater malheureusement que beaucoup de citoyens peinent à comprendre son fonctionnement et surtout ignorent leur participation aux activités parlementaires, leur contribution à ces genres d'activités. Dans cette émission, nous en parlons avec des invités qui nous viennent du CACIT. Il s'agit de Djisenou Edwige, chargé de mobilisation communautaire au CACIT, département promotion des droits. Et Gonou Kossi Amen Elom, chargé d'appui au programme régional du CACIT. Fidèle auditeur de Radio Djena, il est 11h sur Radio Djena et c'est l'heure du droit. Méchak Niaro au micro, cher invité, bienvenue. Merci, madame. Merci, madame. Oui, alors, tous deux, vous nous venez directement du CACIT. Nous allons commencer par madame Djisenou Edwige. C'est quoi le CACIT? Oui, merci beaucoup. Merci, Méchak. Le CACIT est un collectif d'organisation de la société civile et qui travaille sur les domaines thématiques comme les droits de l'homme. Il y a la gouvernance participative, il y a la cohésion sociale, la justice transitionnelle. D'accord. Merci. Oui, pour ajouter, je peux dire en définition de l'acronyme, c'est le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Et comme elle a dit, nous travaillons dans le domaine des droits humains, protection, promotion des droits de l'homme, démocratie, gouvernance. Voilà. Oui, alors, nous parlons de Parlement et surtout de participation aux activités parlementaires par les citoyens. Alors, dites-nous, est-ce que ici au Togo, la population, les citoyens sont informés de leur droit à la participation aux activités parlementaires? Merci, Méchak, si je dois prendre la parole. Oui. Et je peux dire que ça fait déjà 8 mois, si je ne me trompe pas, que nous avons franchi une étape institutionnelle majeure avec l'adoption de la Constitution de la Ve République. Et cette nouvelle loi fondamentale consacre le passage à un régime parlementaire dans lequel le Parlement est désormais composé de l'Assemblée nationale, la Chambre basse et du Sénat. La Chambre haute occupe une place importante dans la gouvernance nationale. Dans cette architecture politique renouvelée, la participation citoyenne revêt une importance capitale. Donc, si je dois définir la participation citoyenne, je peux dire que c'est une pratique démocratique qui consiste à associer les citoyens au processus de décision politique, ce qui veut dire que le citoyen contribue à la construction de sa nation. Alors, si on suppose que les députés, quand on parle de régime parlementaire, on parle déjà de députés et les députés sont censés être les représentants déjà des citoyens de la population. Est-ce que la population a encore besoin de participer aux activités parlementaires? Kossielo. Merci beaucoup, madame Méchak. Et je crois qu'effectivement, en dehors du fait que les populations choisissent des gens pour les représenter à l'Assemblée nationale, il est de bon ton que la population, les citoyens accompagnent les gens-là qu'ils ont envoyés à l'Assemblée nationale dans le travail qu'ils leur ont demandé d'aller faire de ce côté-là. Donc il est très important pour la population de participer d'une manière ou d'une autre à l'action parlementaire. D'accord. Alors, avant de rejeter, en quoi peut consister cette participation de la population? Et l'homme ou Edwige? Oui. Avant d'aller à votre question, oui. Je peux dire que le citoyen a plusieurs missions. Oui. Premièrement, c'est ce que vous avez dit, ils ont élu les députés au cours des élections législatives. Il y a également, il doit suivre l'action de ces députés. Il doit s'informer sur les lois votées en leur faisant part de leurs préoccupations. Parce que nous savons le rôle des députés. Les députés, qu'est-ce qu'ils font? Oui, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la loi. Ils amendent, ils essaient de voter les lois à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, le citoyen doit accompagner, comme l'a dit Gilles, il doit accompagner ces députés-là pour que, je peux le dire, leurs besoins soient pris vraiment en compte. Alors, est-ce que de manière systémique, tous les citoyens sont appelés à participer? Oui, d'une manière ou d'une autre, les citoyens sont appelés à participer à travers des actions.
comme par exemple la participation au débat public relatif à l'Assemblée, aux activités de l'Assemblée nationale. Les citoyens doivent également participer aux actions parlementaires à travers les associations dans lesquelles ils milient, des organisations de la société civile qui font des propositions, qui participent d'une manière ou d'une autre au programme, aux activités qu'organise le Parlement. La société civile, qui est composée de citoyens, joue un rôle important. Les citoyens, à travers la société civile, vont au Parlement, ils apportent de la plus-value à ce que les députés ont à faire. Ils influencent d'une manière ou d'une autre les actions des députés au niveau de l'action parlementaire. Alors, avant de revenir un peu sur cette participation des citoyens, cette contribution des citoyens à travers, vous avez parlé de la société civile, oui. Est-ce que les citoyens togolais sont au courant, savent qu'ils ont le droit de participer? Si nous parlons de la participation citoyenne, c'est un devoir. C'est un devoir du citoyen. Ce n'est pas un droit. C'est un devoir. C'est un devoir que toi, en tant que citoyen, tu dois participer. Et ici, précisément, nous sommes dans le cadre du Parlement. Et cadre du Parlement, oui, de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et je veux mettre un accent sur l'intérêt de la participation citoyenne, parce que on se dit que le citoyen méconnaît ce devoir. Le citoyen méconnaît ce devoir et le citoyen doit avoir l'intérêt que porte cette participation-là. Et je peux dire que la participation apporte le citoyen apporte son expérience à l'exercice de ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et également avec sa participation, on adapte les projets aux réels besoins de la population. Et ça permet également de créer un lien social. Nous avons élu les députés. Nous, en tant que citoyens qui ne sont pas dans le cadre, qui ne sont pas là-bas, nous venons apporter, nous voulons suivre, nous voulons contribuer, nous voulons contrôler par nos actions. Je peux dire que ça crée un lien social. Également, ça crée une dynamique collective. Ce qui veut dire que nous sommes tous ensemble autour d'un même but, autour d'un développement de notre nation. D'accord. Alors, oui, vous pouvez ajouter. Un peu dans le même sens que Edwige. Je voudrais dire que tous les citoyens, en général, ne savent pas vraiment qu'ils ont un rôle de cette manière-là. Surtout que, de façon générale, il y a une grande partie de notre population qui, de nos jours, n'a pas vraiment un bon niveau d'éducation pour pouvoir vraiment comprendre un certain nombre de choses. Donc, ce qui fait qu'il y a une petite partie de la population intellectuelle qui comprend le rôle du citoyen vis-à-vis du Parlement, mais il y a quand même la majorité qui a encore besoin vraiment d'être informée, d'être formée, d'être sensibilisée pour pouvoir être intéressée par l'action de ceux qu'on a envoyés au Parlement. Et c'est justement pourquoi nous en parlons dans cette émission. Alors, vous êtes beaucoup revenu sur les questions de droits et de besoins, bien que ça soit un devoir. Alors, dites-moi, est-ce que la participation aux activités parlementaires, à la vie publique, revient à uniquement poser ses besoins aux parlementaires, dire ce qui manque et ce qui ne va pas? Les députés, nous avons élu les députés pour qu'ils apportent ce que nous, en tant qu'individus, on ne peut pas se lever et aller à l'Assemblée pour dire. Ce qui veut dire qu'ils s'en vont pour mettre à la portée, mettre à la portée de nos, comment je peux dire, de porter nos besoins, effectivement, de porter nos besoins à l'Assemblée nationale. Et comme je le dis, ils sont là pour nous. Ce qui veut dire que les besoins qui se manifestent dans les différentes circonscriptions, ils sont là-bas pour porter ces besoins-là à l'Assemblée nationale. Et ils sont là-bas pour que ces besoins-là trouvent des solutions. Donc, c'est ça. D'accord. Au-delà de cet aspect de porter les besoins aux députés, les citoyens, à travers leur participation, contrôlent indirectement l'action publique, l'action des parlementaires, et par ricochet, comme par exemple le gouvernement est en quelque sorte l'émanation du Parlement, par ricochet, l'action du gouvernement. Donc c'est un peu un suivi, un contrôle, une manière d'accompagner, si on peut le dire ainsi, l'activité ou bien l'action du Parlement. D'accord. Ouais. Alors, si nous nous attardons sur le côté du contrôle de l'action publique, est-ce qu'un citoyen lambda peut se lever
est allé effectuer ce contrôle? Et comment est-ce qu'il procède? Il y a les séances plénières, non? Il y a les séances au niveau de l'Assemblée nationale. Et les séances ordinaires, ça s'ouvre, si j'ai bonne mémoire, et les premiers mardis du mois d'avril pour une durée de 3 mois. Et puis, ça reprend en juillet. Non, en septembre. En septembre, ça reprend en septembre, pour une durée de 3 mois, en fait. Donc, ce qui veut dire que toi, en tant qu'individu, si tu veux bien participer à cette séance, là, administrativement, il y a des procédures à suivre. Il y a des procédures à suivre. Ces procédures, nous avons essayé de mettre ça dans un guide pour aider la population à ce que cette participation-là soit effective. Est-ce qu'on peut en parler dès maintenant ou on en parle plus tard? Oui, Je allez-y. voudrais aller un peu dans le sens de votre question. Oui. Et effectivement, les citoyens peuvent influer sur l'action parlementaire tant de façon individuelle que de façon collective. D'accord. Mais la meilleure façon de le faire, c'est d'y aller de manière collective. Parce que quand vous êtes dans une corporation, vous êtes par exemple dans une organisation, vous êtes un média, vous êtes un syndicat, etc., vous représentez une corporation, c'est plus facile d'avoir accès. Mais les activités parlementaires, il y en a qui sont publiques. Par exemple, les séances plénières, elles sont publiques, ouvertes à tous. Mais il y a des dispositions, comme vous le savez, pour avoir accès à des institutions, il faut remplir des conditions. Si vous les remplissez, bon, vous avez accès au Parlement. J'ai eu la chance quand même d'aller 1 ou 2 fois assister à l'Assemblée nationale ici, lors de l'ancienne législature, à des séances plénières. Donc, c'est ouvert, c'est public. Alors, est-ce que la participation à ces sessions plénières-là donne accès aux documents, aux rapports de gestion de l'État ou des collectivités, des communautés? Est-ce que ça, les citoyens peuvent avoir accès à ces documents? Bon, vous savez, chaque institution a des documents qui sont publics, qui sont accessibles à tout le monde, et il y a des documents qui sont confidentiels. Dans les exercices du travail parlementaire, les documents qui sont publics, qui sont accessibles à tous, qui n'ont pas de connotation confidentielle, ils sont accessibles. Par exemple, quand nous allions au Parlement pour aller assister aux activités, souvent il y a un protocole, comment ça va se dérouler lors du jour, si on peut l'appeler ainsi, qui est distribué. Un agenda un peu qui est distribué aux médias et aux gens qui sont arrivés pour suivre. Donc il y a une façon quand même de donner les informations qui sont nécessaires aux citoyens. Oui. Mais les rapports, si c'est accessible, si c'est possible que ça soit accessible aux citoyens, on permet aux citoyens d'avoir accès à ça. Mais vous savez que les institutions hautement politiques comme le Parlement ont souvent droit de réserve sur un certain nombre d'informations pour pouvoir préserver les secrets d'État, etc. Voilà. D'accord, donc tout est réglementé. Oui, pour ces séances surtout, c'est pas pour aller prendre des documents, c'est pour aller sur ce qui se fait, les débats qui se font, les échanges, c'est pour aller écouter, pour aller voir. C'est ça, c'est pour contrôler en fait, suivre. Comment ça se passe? Voilà. Voir comment ça se passe, c'est ça? Oui, voir comment ça se passe. Pas aller prendre des documents et tout. Non, c'est pour voir ce qui se passe, comment les débats se font. D'accord. Est-ce que, toujours dans le contrôle de l'action publique, les citoyens ont vous aviez dit devoir, ce n'est pas un droit. Devoir. Que ayant ce devoir-là, est-ce qu'ils ont la possibilité de participer à l'élaboration des lois, des décrets qui vont dans le sens de la population, qui prennent en compte les besoins de la population? Ok. Abondant dans ce sens, on précise qu'au niveau du Parlement, généralement, ce sont les propositions ou les projets de loi qui passent. Les propositions quand c'est envoyé par le gouvernement, et les projets de loi quand c'est proposé par les députés eux-mêmes. Donc, il arrive que sur un certain nombre de questions spécifiques, les députés sollicitent l'expertise des organisations qui travaillent, par exemple, dans le domaine requis. Par exemple, si nous prenons une loi qui veut parler de la promotion féminine ou bien du genre. Oui. Donc, la commission, par exemple, qui est chargée d'élaborer cette loi, peut solliciter le concours des organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la promotion féminine ou bien dans le domaine du genre pour pouvoir apporter des éléments, pouvoir renforcer la loi qu'ils sont en train de faire pour que ça puisse être vraiment à la hauteur des besoins spécifiques du citoyen.
Donc, en quelque sorte, les citoyens contribuent d'une manière ou d'une autre, même à l'élaboration des lois, etc. Donc, ça dépend de la commission, ça dépend de la nature de la loi, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire, ça dépend de la cible. Et on sollicite souvent l'expertise des citoyens qui sont dans le domaine pour pouvoir contribuer à l'élaboration de ces genres de lois-là. Oui, je voulais revenir sur la mission du citoyen. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement le vote pour élire les députés. Et le citoyen doit suivre l'action de ces députés en s'informant sur les lois votées et en faisant part à ces députés de leurs préoccupations. Le citoyen doit également respecter les lois adoptées par le Parlement car elles organisent la vie en société. Enfin, il peut s'impliquer activement dans la vie civique, par exemple en participant à des débats publics ou en rejoignant des associations qui défendent les valeurs démocratiques. Donc, c'est la mission du citoyen. Si je peux compléter ce que je dis. Okay, d'une autre manière, si je veux revenir un peu dans la mission, ça sous-entend que au-delà des travaux en commission, au-delà du travail même du fonctionnement essentiel du Parlement, les députés ont pour rôle d'être permanemment en contact avec leur base. C'est ça. Donc, un député, par exemple, par rapport à une loi qu'il veut proposer, ou bien elle peut retourner dans sa base, discuter avec les leaders communautaires. Prenons par exemple une zone où il y a souvent la mutilation génitale. Voilà. Il y a la mutilation génitale et le député veut vraiment qu'une loi passe pour pouvoir réglementer ça ou bien interdire ça. Ce député-là peut retourner à sa base, discuter avec les leaders communautaires, les organisations, les syndicats, les structures en place pour pouvoir recueillir vraiment les vrais problèmes. Donc c'est aussi une autre manière du citoyen de participer à l'élaboration d'une loi, par exemple. Quand, par exemple, il y a le projet en cours, le député a pour devoir de le prendre, de retourner à la base, de l'expliquer aux citoyens pour que vraiment le citoyen puisse être en contact permanent. Puisque le député, le parlementaire, on parle de députés, mais il y a aussi les sénateurs qui sont également, dont une partie est élue par le peuple. Donc, ce sont les représentants du peuple. Donc, les gens qui sont censés représenter doivent être au jour le jour, au parfum de ce qu'ils font au nom de ces derniers. C'est comme vous donnez mandat à quelqu'un. Dans le mandat qu'il a, il doit vous rendre compte à chaque fois de ce qu'il veut faire du mandat, des décisions qu'il veut prendre, des dispositions qu'il veut prendre. Et il faut que ces dispositions-là rentrent dans l'intérêt, ou bien soit dans l'intérêt supérieur de ces citoyens-là qu'ils sont censés représenter. Merci. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Très intéressant. Je pense que c'est également l'occasion de revenir sur les missions régaliennes des députés et celles sur lesquelles le citoyen a un droit de regard. On va se permettre d'aller un à un pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. Oui, je ne sais pas si tu peux toujours prendre la parole ou on laisse Edwige continuer. Okay. Oui, merci beaucoup, Shadrach. Et les missions régaliennes d'un député. Oui. Et le député, comme je l'ai dit, le député fait la loi. Le député fait la loi. Le rôle principal est de faire la loi, c'est-à-dire de discuter, d'amender, de voter les projets, propositions de loi. Nous savons que les projets de loi, ça vient du gouvernement, les propositions de loi, ça vient des députés du Sénat à leur niveau. Maintenant, ils contrôlent l'action du gouvernement. Les députés contrôlent l'action du gouvernement en posant des questions, je l'ai dit, en créant des commissions d'enquête et en débattant des politiques publiques. Ils représentent également le peuple. C'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ils représentent également le peuple parce qu'ils portent la voix de leur circonscription et veillent à ce que les décisions prises répondent aux besoins de la population. Ils participent bien sûr au vote du budget de l'État qui fixe les priorités économiques et sociales du pays, de la nation. Donc c'est ça le rôle régalien, les rôles régaliens d'un député. Est-ce que vous pouvez revenir sur ceux sur lesquels la population a un droit de regard et notamment un devoir de participation? Bon, si je peux prendre la parole, si Edwige le permet. Oui. Je pense que déjà, de bout en bout, les citoyens ont un droit de regard parce que tout ça là, c'est pour la gestion de la communauté que les lois sont votées. Par exemple, le budget qui va être voté pour l'année suivante, ça va régir la vie du citoyen durant l'année qui va arriver. Donc, les citoyens qui ont par exemple de l'expertise par rapport aux priorités, les domaines qui doivent être pris en compte pour que vraiment le pays puisse aller mieux,
sont sollicités également. Donc, c'est pour dire que sur tous les aspects du travail du député, c'est un travail intrinsèque entre la population qui les a élus et le Parlement où ils travaillent. Parce qu'ils nous représentent, parce que tout le monde ne peut pas aller au Parlement dire ce qu'il pense, c'est pourquoi ils sont élus pour nous représenter. Donc, s'il y a une décision, il revient à la base, consulter la base, après il retourne. Donc, il y a une collaboration, il y a comment je peux le dire, une interaction entre le député ou le sénateur et sa communauté à la base. Parce qu'à la fin des comptes, il faut que le citoyen soit satisfait pour que le mandat soit renouvelé. Si on peut le dire ainsi. Parce que si on vous donne un mandat pour aller faire quelque chose, si vous ne le faites pas bien, à la prochaine fois, vous allez être censuré. Si vous le faites bien, vous allez continuer par le faire parce que c'est pour ça qu'on parle de mandat en fait. Donc c'est le peuple qui est au centre de tout. Donc tout part du peuple et tout revient au peuple. Donc c'est le peuple donne la voix au député pour aller à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, quand le député est face aux situations, il revient au peuple pour solliciter son concours avant de retourner prendre les décisions qu'il faut pour que le gouvernement, à la fin, puisse plébisciter ou bien décréter ou bien, je ne sais pas comment on peut le dire. Voilà. Merci. Alors, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Djena, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez actuellement l'émission L'heure du droit qui passe chaque jeudi à 11h. Aujourd'hui, nous parlons de la participation citoyenne aux activités parlementaires et ce, avec des membres du CACIT. Il s'agit de Giseno Edwige, chargé de mobilisation communautaire, et de Gonu Kossi Amen Elom. Je pense que nous avons beaucoup parlé de la participation des missions, aussi bien des députés que le droit de regard des citoyens sur ces missions-là. Alors, nous sommes habitués dans les pays de la sous-région à un système présidentiel, un système de fonctionnement du Parlement dans un système présidentiel. Alors, dites-nous, dans un système parlementaire, est-ce que les missions des députés sont également les mêmes ? Parlons du Parlement. Est-ce que c'est toujours, vu que maintenant il y a la question de Sénat, de gouverneur, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que c'est un peu flou. Ok. En 2 mots, la mission d'un Parlement reste la même. La mission, elle est législative. Le pouvoir, il est législatif. Sauf que dans le régime parlementaire, c'est le Parlement qui est au centre de l'activité politique, c'est-à-dire que le gouvernement est l'émanation du Parlement et tout part du Parlement, tout revient au Parlement, le président du Conseil ou bien le président du Conseil des ministres ou bien le Premier ministre dans d'autres régimes, parce que chaque régime présidentiel a une appellation du premier responsable du gouvernement, parce que dans les régimes parlementaires, souvent c'est dans les royaumes où c'est dans il y a un roi ou il y a un président qui a un titre honorifique en fait. Donc, c'est pour dire que le régime parlementaire, c'est un régime qui a 2 chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc le Sénat pour les sénateurs, l'Assemblée nationale pour les députés. Et les uns et les autres interagissent pour accompagner le gouvernement. Et le gouvernement est l'émanation de ces 2 chambres-là. Et à chaque fois, il y a une interaction entre le Premier ministre, le président du Conseil, le président du Conseil des ministres, comme on peut l'appeler, et ces 2 chambres-là pour que vraiment la politique puisse être avancée. Et il y a beaucoup plus de dynamisme à ce niveau-là, au niveau du gouvernement. Le gouvernement est beaucoup plus actif, est beaucoup plus responsable vis-à-vis du Parlement que dans un régime présidentiel ou dans un régime semi-présidentiel. D'accord. Alors, nous allons nous attarder un tout petit peu sur ce régime parlementaire-là, sur cet angle. Est-ce que le citoyen a un droit de regard sur les 2 chambres? Et en quoi peut constituer sa participation, sa contribution citoyenne? Ok. Comme dans tout régime, si on peut le dire ainsi, l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. C'est le peuple qui élit les députés. Oui. C'est le peuple qui élit aussi une partie des sénateurs. Pour ce faire, les citoyens ont un droit de regard sur ces gens-là à qui ils ont donné leur confiance. Et les députés
et les sénateurs qui forment le Parlement contrôlent de façon spécifique l'action du gouvernement et demandent régulièrement des comptes. Et ces comptes-là, quand ça vient au niveau du Parlement, ça rejaillit encore au niveau de la population. Donc, que ce soit dans un régime parlementaire, que ce soit dans un régime semi-présidentiel ou dans un régime présidentiel, le rôle du citoyen vis-à-vis du Parlement reste et demeure le même. On pourra dire même que dans un régime parlementaire, le rôle du contrôle, le rôle de participation citoyenne va être beaucoup plus dynamique parce que tout est centré au niveau du Parlement. Du Parlement, d'accord. Voilà. Alors, Edwige, en dehors, hormis le manque d'information, quels sont les autres obstacles qui freinent la participation citoyenne? Le manque d'information, oui. Il y a également le manque d'éducation civique. La population, on se dit qu'il n'y a pas assez de sensibilisation. Ce que nous venons de faire, nous sommes en train de faire, c'est une sensibilisation que nous faisons, un message que nous portons à la population. Et parce que nous trouvons qu'il y a un manque d'information, donc c'est le pourquoi nous avons organisé cette émission. Et à part ça, je peux dire, il y a également une distance entre les élus et la population. C'est ce que Jules vient de dire tout à l'heure. Normalement, au niveau de l'Assemblée, ils sont là pour les citoyens. Et ils doivent rendre tout le temps au niveau à la population. Mais nous trouvons que il y a un petit manque, il y a des sensibilisations qui ne se font pas. Les citoyens ne sont pas mieux informés sur leur participation. Donc c'est le pourquoi, ce sont les obstacles là qu'on peut évoquer au niveau des citoyens. Et il y a également le désintérêt pour la politique des citoyens. Le citoyen n'est pas intéressé par la politique. Et il y a le coût de la vie également qui fait que le citoyen n'est pas intéressé. Moi, je me dis que c'est parce qu'il ne connaît la population, elle ne sait pas l'intérêt de cette participation-là. C'est ce qui fait qu'il y a ce désintérêt. Donc, c'est ce que je peux dire à votre question. Merci. Alors, quand on revient sur la question de distance et de désintérêt, quelles seront peut-être les recommandations pour renforcer ce lien et favoriser la participation? D'accord. Okay. Et l'homme? D'accord. Et il faut que la population soit mieux informée. Il faut que les citoyens soient mieux informés. Et il faut aussi encourager la participation citoyenne. Parce que un individu lambda qui n'a jamais eu une information sur la participation citoyenne, à la fin de cette émission, si effectivement la personne l'a suivi, la personne saura que la participation citoyenne va dans son intérêt. Il y a également encourager, il y a également rapprocher les institutions du peuple. Si je connais une institution, je peux vouloir m'approcher. Vu que je n'ai pas connaissance de cette institution, là, ça peut faire qu'il y a une distance entre moi et cette institution. Donc déjà, comme je l'ai dit, nous avons produit un guide. Dans ça, tout est clarifié. Comment approcher l'institution parlementaire, comment l'approcher et quels sont les voies et moyens pour essayer de réaliser cette participation-là. Donc, c'est ce que je peux dire. Oui, on prend l'avis, les conseils, les astuces de Elom et ensuite on revient sur les détails de ce guide. D'accord. Ok. D'abord, vous savez, tout passe par l'éducation à la base. Si nous voulons vraiment que le citoyen s'intéresse à la chose publique et le citoyen vraiment acquiert des notions de base de la citoyenneté, il faut que l'éducation à la citoyenneté soit vraiment le gage de toute la population, c'est-à-dire pas seulement dans les écoles. Par exemple, ces genres d'émissions, il faut qu'on les encourage aussi dans les langues locales pour que vraiment nos mamans, nos frères et sœurs qui ne comprennent pas français puissent beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Même si vous comprenez français, une information qui passe dans ta langue maternelle ou bien dans ta langue locale est beaucoup plus comprise qu'une information qui est véhiculée dans une langue étrangère. Donc, il faut vraiment une éducation à la base. Et maintenant, il faut organiser aussi, il faut permettre aux députés, aux élus, d'une manière ou d'une autre, malgré les efforts qu'ils font, il faut qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain. Il faut qu'ils soient beaucoup plus en contact avec la population. Il faut qu'ils soient présents. Il faut qu'ils touchent du doigt les réalités.
Nous avons connu dans le passé, des élus qui n'étaient pas vraiment présents. Le gars vient, il est élu et c'est parti pour le mandat prochain. Heureusement que, avec l'évolution des choses, ça s'améliore, mais il faut vraiment que on puisse faire des efforts pour que le député puisse vraiment être l'émanation de la population qu'il a élue. Il faut qu'il soit présent, il faut qu'il connaisse vraiment les réalités de son milieu où il est le représentant. Comme ça pourra permettre à ce dernier de mieux comprendre, de mieux associer ces derniers à l'action parlementaire, à l'action publique. Très bien. Edwige, vous nous donnez les détails de ce guide du citoyen? Oui, le guide citoyen, nous l'avons élaboré sur un projet et je dis que ce guide a plus parlé de la participation citoyenne. Et comme je l'ai dit tantôt, les voies et moyens pour se rapprocher du Parlement. Et le guide a également parlé des détails du Sénat. C'est quoi le Sénat? C'est quoi l'Assemblée nationale? Parce que vous m'avez demandé c'est quoi le régime parlementaire. Et nous, ici au Togo, nous avons adopté un régime, comme l'a dit Jules, qui met un accent sur le Parlement. Et ici, le Parlement, c'est un ensemble du Sénat et puis de l'Assemblée nationale. Donc, le guide a essayé de tout détailler pour un citoyen lambda, afin que le citoyen lambda, avec ce guide, pourra facilement comprendre ce que c'est le Sénat, ce que c'est l'Assemblée nationale et comment participer en tant que citoyen à la chose publique. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques stratégies, quelques astuces pour réussir le contrôle de l'action publique? Là, nous l'avons dit tantôt, pour réussir le contrôle citoyen de l'action publique au niveau du Parlement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, en tant qu'individu, au moins, je dois connaître ce que c'est le Parlement. Je dois avoir une information sur le Parlement. Comment, nous avons parlé des séances plénières. Si je veux participer à ces débats, comment je peux le faire? Est-ce que je dois adresser un courrier qui je peux voir, ainsi de suite? Donc, ce sont ces astuces-là, parce que tout individu, si tu n'as pas ces connaissances-là, et tu te plantes là-bas, que je suis citoyen, je fais mon devoir, je veux participer, là, on peut t'interdire. Là, peut-être que tu diras que on m'a interdit l'accès au Parlement, mais non, c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas suivi la procédure. Bon, il y a une procédure, il faut au moins connaître la manière dont le Parlement fonctionne. Tu dois avoir une connaissance de ça avant de pouvoir demander à avoir accès au Parlement et participer à leurs activités. Ça, c'est abondant dans le même sens, je pense que si on est citoyen, on veut participer à l'action parlementaire ou bien à l'action de nos institutions. D'abord, la première stratégie, c'est de chercher à y aller en bloc. D'abord, en tant que groupe organisé, en tant que réseau de groupes organisés, parce que vous savez, les représentants, là, les députés, les sénateurs, pour ne pas parler d'autres institutions, c'est des gens qui sont très occupés. Donc, étant donné qu'ils sont très occupés, c'est facile pour eux d'accueillir des groupes de personnes, des corporations et d'avoir une idée globale que de prendre les gens individuellement. Par exemple, ça c'est un. De deux, vous voulez par exemple aller assister à une séance plénière à l'Assemblée nationale. Mais il faut un motif. C'est vrai que c'est public, mais c'est une institution avec tous les paramètres possibles. Donc pour y aller, il y a des conditions à remplir. Comment on fait pour aller à l'Assemblée nationale? Par exemple, à l'entrée, il vous faut forcément, le BABA, il faut une pièce d'identité pour avoir accès. Un citoyen qui n'a pas une pièce d'identité, qui se présente devant le gate, sera tout simplement remercié de retourner à la maison, par exemple. Donc, il faut avoir les informations nécessaires, il faut avoir les objectifs précis, le pourquoi vous voulez aller. Vous voulez par exemple rencontrer le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, c'est bien, c'est un citoyen, il peut accorder de l'audience à tout citoyen, mais il faut des objectifs précis, il faut des mobiles précis. Et souvent, quand vous y allez en bloc, en groupe organisé, c'est beaucoup plus crédible, c'est beaucoup plus concret. D'accord. Alors, avant de terminer, une question. Vous êtes des jeunes, nous sommes des jeunes. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser la participation de la jeunesse à la vie citoyenne, surtout celle politique? Le jeune doit s'informer.
le jeune doit s'informer. Ce que nous venons tout à l'heure de dire, ce que Jules vient de dire tout à l'heure, ça va aux jeunes qu'aux personnes qui sont âgées. Le jeune doit s'informer sur ce que c'est la participation. Parce que si tu n'es pas informé sur la participation, tu ne pourras pas mieux le faire. Donc moi, ce que je souhaite, que le jeune soit informé. Ça, c'est important, l'information. Et je l'ai précisé, l'éducation. Nous, jeunes, on se dit déjà prêt. On ne veut pas s'informer, on ne veut pas qu'on nous éduque, on ne veut pas écouter des conseils. Donc, le jeune a intérêt à s'informer, à s'éduquer sur ce que c'est la participation. Et parce que la participation, ce n'est pas seulement au niveau du Parlement. La participation, c'est au niveau général, mais ici, dans ce cas, c'est au niveau du Parlement. Donc, toi, en tant que jeune, si tu connais bien, tu comprends ce que c'est la participation, je ne pense pas que au niveau du Parlement, tu vas faillir. Donc, la sensibilisation, nous aussi, en tant qu'organisation de la société civile, nous menons nos actions, nous sensibilisons afin que la participation là, soit effective. Donc, aux jeunes également, d'accepter l'éducation, d'accepter la formation afin que ces voies soient vraiment justes. D'accord. Alors, on remarque un certain désintérêt de la jeunesse vis-à-vis de la vie politique, si je peux le dire comme ça, et celle parlementaire en particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver, pour emmener les jeunes à s'y intéresser? Ok, merci beaucoup pour la question. Et vous savez, il y a un dicton qui dit que l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Oui. Et si vraiment l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse, je pense qu'il faut mettre les jeunes au centre de toutes sortes de politiques publiques. Parce que tout ce que nous voulons faire, il faut que les jeunes soient au centre. Il faut que les jeunes soient l'intérêt principal. Parce que quand on est jeune, on veut vraiment se retrouver dans ce qu'on veut faire et on le fait bien. Mais si on se trouve marginalisé, on se désintéresse. Du coup, je pense qu'il faut qu'on mette les jeunes au centre de toutes les sortes de politiques citoyennes publiques. La deuxième chose que je veux aussi proposer, c'est que si nous prenons par exemple l'Assemblée nationale, il faut qu'on prenne des initiatives publiques envers les jeunes. Par exemple, on peut organiser des forums, on peut organiser des rencontres Parlement jeunesse, on peut organiser même des simulations du Parlement jeune où on identifie des jeunes qu'on fait venir à l'hémicycle et ils font des débats, ils simulent par exemple une loi qu'ils ont proposée. Des initiatives comme ça vont attirer l'attention des jeunes et les appeler à être un jour vraiment dans ce qu'il faut vraiment, de leur donner envie vraiment, pour qu'ils puissent vraiment être dans la chose, pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à la chose. Voilà. D'accord. Je ne saurais conclure cette émission sans prendre votre mot. Je ne sais pas si vous avez un appel à lancer ou juste un petit mot de clôture. Mais les femmes d'abord, Edwige. Merci beaucoup, merci Shadrach pour nous avoir reçus à cette émission. Et j'aimerais vous remercier premièrement, remercier nos partenaires, notamment le PEN Africa qui nous soutient en collaboration avec le NED. Et je ne vais pas manquer remercier le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, au nom duquel nous sommes ici ce matin. Merci. Merci à vous. Et je voudrais également vous remercier pour l'accueil si chaleureux que nous avez réservé ici ce matin. Et le CACIT qui nous a donné l'opportunité vraiment de venir participer à cette émission. Et Edwige a déjà remercié les partenaires. Je voudrais profiter également pour lancer un appel aux parlementaires et à nos chers aînés députés, tout comme sénateurs, fonctionnaires du Parlement, que vraiment et les organisations de la société civile, ils sont là, ils sont ouverts, ils sont disposés, ils veulent vraiment les aider, les accompagner. Donc, à chaque fois qu'ils ont besoin d'une expertise, ils ont besoin vraiment de nous par rapport à une question spécifique relative à la démocratie, à la gouvernance, aux droits humains. Et les portes du CACIT sont ouverts. Le réseau que nous avons avec, nous sommes, je crois, une vingtaine d'associations dans le réseau. Donc, nous sommes ouverts, disponibles à les accompagner pour qu'on puisse vraiment diffuser ces informations-là qui sont relatives au Parlement, tant au niveau du Parlement qu'au niveau des citoyens, qu'au niveau de la population. On peut servir de relais, quoi. Voilà, donc merci à tous. Merci.
Oui, merci à vous, merci à Gonou Komi. Gonou Kossi Amen Elom, chargé d'appui au programme régional Afrique du Cassit, et à Dji Senou Edwige, chargé de mobilisation communautaire au Cassit, département promotion des droits et du genre. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour la fidélité d'écoute et surtout retenez que la participation citoyenne à la vie politique est une affaire de tous, que nous avons un droit de regard sur ce qui se passe dans la cité, de même que nous avons le droit de nous exprimer sur ce que nous souhaitons. Sur ces mots, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Meshak Nyaro au micro. Bye.